Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur Le Média. Nous sommes en direct, diffusés sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr du lundi au jeudi à 19h. Ce soir, je suis avec Paul Hellec, chroniqueur régulier aux médias, et Max-Erwan Gastineau, essayiste. On va parler de la situation à Gaza. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée israélienne a massivement bombardé la bande de Gaza, rompant unilatéralement le cessez-le-feu. Selon les derniers décomptes, on dénombre environ 1000 morts en 48 heures, selon Médecins du Monde notamment. La majorité des victimes sont des civils, dont beaucoup d'enfants. Je vous laisse regarder ce court sujet d'Aude Cazorla. Une tragédie innommable. Cette nuit encore, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza. Une nouvelle nuit de frappe qui porte le nombre de victimes à plus de 970 morts, dont de nombreuses femmes et enfants. Il s'agit d'une nouvelle violation du cessez-le-feu du 19 janvier, décidée avec l'aval des Américains. Emmanuel Macron s'est exprimé ce midi sur BFM TV pour appeler à la cessation des frappes. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements. Dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout. Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent de bonne foi sous les auspices américains à qui nous devions ce premier cessez-le-feu. Hier en France, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Des milliers de personnes étaient rassemblées place de la République hier à Paris contre le génocide en cours. Après aussi cet après-midi, après ces intenses bombardements du début de semaine, Israël a lancé en complément des opérations terrestres ciblées. Donc entre Benjamin Netanyahou qui déclare que ce n'est que le début et son ministre de la Défense qui, sur It24 News, menace Gaza d'une destruction totale. Est-ce que selon vous, cette rupture de cessez-le-feu était prévisible ? Oui, parfaitement prévisible, d'autant que, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il reposait sur deux choses, ce cessez-le-feu. D'abord, la volonté par l'administration nouvellement élue de Donald Trump de dire qu'ils obtenaient quelque chose. Je rappelle que quand il y a eu cette annonce, c'était au moment où il était encore président élu, mais pas en fonction, mais qu'ils ont fait un communiqué joint avec l'administration Biden et que ça permettait de dire, vous voyez, j'arrive en ayant déjà commencé à résoudre le problème, mais qu'en vérité, à l'intérieur de l'espace politique israélien, il n'y avait pas consensus. D'ailleurs, le fait que le cessez-le-feu soit rentré en vigueur a fait sortir une partie des partenaires d'extrême droite de la coalition gouvernementale, réduisant la majorité qui était déjà de 68 voix sur 120 à 62, donc de façon très faible. Et l'extrême droite israélienne a toujours refusé le principe d'un cessez-le-feu dans lequel il y aurait démilitarisation de la bande de Gaza et l'absence d'un combat continu, puisque Benjamin Netanyahou lui-même avait dit notre objectif c'est d'éradiquer militairement le Hamas, c'est-à-dire de détruire et de bombarder Gaza, peu importe les conquérants, tant qu'il y a des combattants. Or, de fait, tous les analystes militaires vous diront ça n'a aucun sens de penser que c'est un but de guerre réalisable et possible, tout simplement parce que dans le cadre de conflits asymétriques, vous avez une impossibilité de cette confrontation. C'est pas une confrontation entre deux armées, ce sont des méthodes de guérilla, de tactiques très particulières. On a vu les images sur les tunnels, etc. Et que la question est politique. Et la question politique, à savoir quel est l'avenir de Gaza, elle était dans le cadre du cessez-le-feu reculée à la négociation ultérieure. Donc on savait que c'était une question pour les Israéliens, en tout cas pour le pouvoir israélien, de gagner du temps pour ensuite revenir à l'offensive. Et qu'est-ce qu'ils le disent eux-mêmes ? Pour obtenir des meilleures conditions de négociation, on leur met la pression. Ce qu'ils appellent mettre la pression, c'est commettre un crime de guerre. Donc ceci était complètement prévisible. Il fallait regarder les déclarations des ministres du gouvernement, y compris les déclarations de Netanyahou. Et il était prévisible d'autant plus qu'en vérité, il n'y a aucune forme de sanction ou d'action publique internationale qui aurait pu mettre la pression pour que l'État colonial israélien fasse ou agisse autrement que comme il l'a toujours fait, à savoir continuer à massacrer et à mettre en exil le peuple palestinien sans aucune forme de punition pour son action coupable. Alors, Oui, non, j'ai pas de désaccord de fond, c'est-à-dire
Premièrement, il y a l'opinion publique israélienne. Donc l'opinion publique israélienne, deux éléments la travaillent. Un sentiment d'insécurité constant, puisque Israël se situe de fait dans une région relativement hostile, même s'il y avait un processus de normalisation qui s'est interrompu avec les massacres du 7 octobre. Et puis il y a eu ces massacres du 7 octobre qui ont réveillé dans la conscience juive le souvenir de l'extermination, qui fait que tout de suite, évidemment, il y a eu une volonté de réagir, voire de surréagir, puisque Netanyahou et son gouvernement, qui va en effet jusqu'à l'extrême droite, étaient presque tout heureux de pouvoir capitaliser sur ce sentiment d'insécurité légitime pour poursuivre une logique jusque-boutiste qui, à mon sens, c'est là où je vous rejoins, ne peut pas mener au but affiché par Israël, la sécurité d'Israël, puisque de fait, vous allez alimenter une sorte de conflit éternel, et on pourra sans doute, malheureusement, reprendre ce débat dans quelques années, puisque nous aurions pu également l'avoir il y a quelques années. Maintenant, simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que Emmanuel Macron témoigne une fois de plus de son impuissance, mais là, il faudrait évoquer plus largement la place, le poids de la France et de l'Europe aujourd'hui dans le monde. On voit que même sur le dossier ukrainien, au fond, l'Europe ne fait que subir les événements depuis février 2022 et depuis le retour de Donald Trump. Et Macron feint de devancer les événements. En fait, il ne fait que les commenter. Vous accorderez qu'il y a quand même eu des sanctions légitimes également contre la Russie. Il y a eu des sanctions contre la Russie, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Et témoignant il n'y en a eu aucune contre un peu plus israélien. de notre impuissance, il n'y a pas eu de sanctions contre Israël, parce qu'il y a aussi cette compréhension du sentiment d'insécurité qui anime les Israéliens. Je pense que c'est pour ça que la situation est un petit peu complexe. C'est plutôt une solidarité coloniale, mais... Et je pense que, pour le coup, l'Europe, de nouveau, a communiqué et a condamné les actions menées par l'armée israélienne. Le problème, c'est que, justement, l'Europe commente. Elle ne peut que condamner, sanctionner, punir, sermonner. Elle ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc ça renvoie à son infirmité géopolitique. Et puis, l'autre élément, je trouve qu'on aborde assez peu, c'est que font les pays arabes, musulmans alentour? Il n'y a jamais eu de coalition pour défendre la Palestine, ne serait-ce que pour recueillir des réfugiés palestiniens. Là, la solidarité des pays arabes, qui aiment bien aussi instrumentaliser la cause palestinienne, n'est jamais allée jusqu'à offrir l'asile. Je ne dis pas que c'est la solution, parce que la solution est en effet d'offrir un État aux Palestiniens, qu'ils restent chez eux. Mais le fait qu'en période de conflit, un État ouvre ses portes pour accueillir des réfugiés, cela a toujours existé, et cela ne se pratique jamais dans ces pays. L'Égypte, par exemple, a toujours été extrêmement hostile à l'accueil de réfugiés palestiniens. Donc c'est une dimension aussi. C'est important de condamner une certaine impuissance, une certaine impunité d'un côté. C'est important aussi de rappeler le double jeu que joue tout un ensemble de pays qui étaient par ailleurs entrés dans une logique de normalisation dans leurs relations avec Israël. En tout cas, c'est absolument vrai pour la dictature actuelle en Égypte, qui s'est réjoui d'ailleurs des propositions de Donald Trump de raser Gaza. Oui, mais même l'Iran, l'Arabie Saoudite. C'est moins vrai pour d'autres pays comme la Jordanie, par ailleurs. Mais la question, encore une fois, c'est que il n'y a quand même pas eu de sanctions. Oui. C'est-à-dire que l'article 2 de l'accord de coopération entre Israël et l'Union européenne dit il est soumis au respect des droits de l'homme dans le pays. C'est-à-dire, là, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre 2 dirigeants israéliens. Il y a des rapports qui s'accumulent de la part de l'ensemble des institutions internationales, y compris la Cour de justice internationale, qui expliquent qu'on est face à des crimes de guerre, qui peuvent pour certains être requalifiés en crimes contre l'humanité. Je parle et de l'action du gouvernement israélien, mais également de l'action du Hamas le 7 octobre, qui pourrait être requalifiée en crime contre l'humanité. Et il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien qui est fait par l'Union européenne parce qu'il y a une relation de complicité. On considère qu'il est de bon droit que Israël, comme disent, se défende. Encore une fois, ils ont en vérité le droit de sortir du système d'occupation qu'ils organisent, du système d'apartheid, se retirer des territoires occupés, comme toutes les résolutions de l'ONU leur ont demandé, etc. Respecter l'ensemble des obligations qui leur incombent en tant que puissance occupante sous le motif des conventions de Genève. Mais ça, pas de problème. Le retour des réfugiés, etc. Et en fait, Israël explique qu'ils doivent se défendre d'une situation qu'ils provoquent en violant en permanence le droit par le massacre et la proposition politique qu'ils font aux Palestiniens, qui est simple, qui est soit on va vous tuer, soit vous partez en exil. Choisissez. Non mais ça le problème. Cette guerre est quand même aussi la conséquence des massacres du 7 octobre, et donc le fait qu'Israël ait été agressé
et intégrer aussi à la réflexion que mène, Tout n'a pas commencé que mène le corps diplomatique français. Non, mais que mène le corps diplomatique français avant de se positionner quand même sur cette question. C'est pour ça que je pense que les choses sont un peu plus complexes. Moi, ce qui m'a dérangé dans la première réaction des autorités françaises, ça a été au fond d'essayer de mener une forme de réussir à construire une forme de coalition civilisationnelle. C'est-à-dire, ce serait les Lumières, le camp du bien contre le camp de la barbarie, cette vision un petit peu manichéenne et néoconservatrice que Emmanuel Macron a voulu incarner avant tout de suite de se raviser pour revenir à une position beaucoup plus traditionnelle, mettant en avant la nécessité d'avoir 2 États. Ce qui montre que le en même temps anime Emmanuel Macron ou que l'incohérence soit son grand fil rouge, ce n'est pas étonnant. Mais sur ce type de questions, il n'est pas seul. Et donc ça montre, je trouve, l'absence de doctrine, de fondamentaux géopolitiques au sein de l'appareil d'État français. Et je trouve ça tout à fait inquiétant parce que à l'époque dans laquelle nous vivons, dans un monde multipolaire, dans lequel les pays du Sud prennent leur envol, tenir le vieux discours des néoconservateurs des années 90-2000 est complètement dépassé et contre-productif. Et qu'on ait cru qu'à un moment donné, il fallait en revenir, en dit long, justement, sur cet état d'impréparation et sur cette incapacité à comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est sans doute parce que la France s'est alignée sur ce discours néoconservateur de façon un peu plus décalée avec d'autres pays, que ce soit l'Angleterre ou d'autres. Je veux dire par là que quand il y a eu le débat sur la guerre en Irak, la France a dit non, qu'il y a cette espèce de tradition politique qu'on appelle peut-être, c'est mal nommé, mais le gaulo-mitterrandisme, en tout cas des 2 camps politiques en France, cette espèce de vision de voix indépendante, ou en tout cas partiellement non alignée, j'allais dire, et que du coup ce logiciel il a mis du temps. Mais en fait c'est Sarkozy qui a engagé ce mouvement d'alignement. Et en tout cas il faut remarquer que le soutien inconditionnel à l'État colonial israélien est un des moyens de la propulsion de ce discours néoconservateur. Et vous avez dit ensuite, il a nuancé, etc. Je pense qu'il a nuancé parce qu'effectivement, la diplomatie française, ses traditions ont un peu pesé dans la balance. Mais si on écoute encore les responsables et ce qu'ils font concrètement, il n'est pas si nuancé. Je veux dire, il y a 5 jours, il y avait M. Gabriel Attal et je ne sais plus encore... Caroline Yadan et un certain nombre de représentants, et Gabriel Attal n'est pas les moindres du camp gouvernemental, qui sont allés se rendre pour aller célébrer encore une fois cet État qui se permet de commettre des actions génocidaires depuis 2 ans. Et ça, c'est la réalité de ce que fait la France. D'un côté, des communiqués de presse qui ne servent à rien, parce qu'en plus, elle n'a pas vraiment d'ambition politique sur le sujet. Et de l'autre côté, en vérité, un soutien politique à ce que l'État colonial israélien fait subir aux Palestiniens. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, tous les deux. Vous avez évoqué le spectre de Donald Trump sur ce conflit. Donc, il rêve d'une bande de Gaza transformée en Riviera du Moyen-Orient. C'était son projet. Et il avait aussi promis que l'enfer allait se déchaîner dans la région si le Hamas ne libérait pas tous les otages. La situation là, qu'on connaît depuis ces derniers jours semble assez proche de l'idée qu'on peut se faire de l'enfer, mine de rien. Est-ce que elle est le résultat de l'influence de Donald Trump, selon vous ? Non, mais je pense que Donald Trump, sur ce dossier, utilise la même méthode qu'il emploie sur d'autres dossiers, c'est-à-dire le rapport de force. Il promet d'aller très loin en vue d'obtenir quelque chose. C'est sa méthode de businessman. Je n'invente rien, c'est sa méthode de businessman qui quand même, je trouve, en tout cas sur le dossier ukrainien, apporte quelques résultats. Enfin, on voit quand même, là pour le coup, quelques résultats. C'est peut-être un peu tôt pour parler de résultats sur le dossier ukrainien, mais en tout cas, il y a des négociations, il y a des relations diplomatiques qui ont été rétablies. Je suis partisan sur le dossier ukrainien au fait de trouver une solution diplomatique, sinon nous allons prolonger ce conflit jusqu'au dernier Ukrainien. Je ne vois pas où est la morale dans ce dossier et où sont les intérêts des Européens aussi, parce que je ne crois pas en une menace russe qui viendrait jusqu'à Paris ou même jusqu'à Varsovie, même si je comprends par ailleurs les Polonais pour des raisons historiques. Donc la méthode Trump produit des résultats. Là, il s'agissait de libérer un certain nombre d'otages. Maintenant, la limite de ce propos, c'est qu'en effet, répandre l'enfer sur la bande de Gaza, pour lutter contre la masse, oui. Le problème, c'est que vous allez faire tout un ensemble de victimes civiles et donc alimenter les futurs conflits. Très largement ciblés. Quand Donald Trump a dit qu'il allait faire de la bande de Gaza une côte d'Azur du Moyen-Orient, il l'a fait en présence de Benjamin Netanyahou, qu'il avait reçu à la Maison-Blanche.
en ce sens, il s'est fait le porte-parole de l'extrême droite israélienne et de son rêve de récupérer, ce qu'ils appellent récupérer Gaza, à savoir en 2005, il y avait des colonies autour de la bande de Gaza qui ont été démantelées par Ariel Sharon à l'époque, qui savait explicitement que ce contrôle de la bande de Gaza, en gros, leur idée c'était de dire que ça leur coûtait plus que ça ne les avantagés. Ariel Sharon ayant servi comme gouverneur militaire chargé de ce qu'ils ont appelé la pacification de Gaza dans la période d'occupation de la bande de Gaza par Israël à partir de 1967. Donc c'était ça le contexte, et en fait en faisant ça, là, il autorise Benjamin Netanyahou à retrouver son poids politique, c'est-à-dire en réconfortant l'extrême droite qui menaçait de mettre en l'air son gouvernement. Il va y avoir des votes de confiance sur le budget israélien prochainement, et si ça passe pas, il perd le pouvoir, et de pouvoir repartir sur ce qu'il a toujours dit, à savoir une surenchère guerrière qui, par la guerre perpétuelle, empêche toute résolution politique. Parce que concrètement, même d'un point de vue israélien, vous avez les familles des otages qui ont manifesté et qui sont extrêmement inquiètes. Et puis vous avez en fait une situation qui va empirer et qui va, comme toute forme de conflit asymétrique, qui ne peut pas se faire sous la forme d'une confrontation totale, prendre des formes qui vont porter atteinte à la sécurité d'individus. Tout simplement, vous l'avez régulièrement, des attaques de soldats. Là, le Hamas a par exemple expliqué que dans le cadre de la reprise des bombardements, il appelait en Cisjordanie à augmenter les confrontations contre l'occupant, en visant explicitement les soldats de l'État colonial israélien. Vous avez déjà en Cisjordanie des zones d'affrontement autour de Naplouse, autour de Jénine, autour... Quand je dis affrontement, c'est un grand mot, parce qu'en vérité, c'est souvent des opérations militaires extrêmement violentes de la part de l'État israélien, qui massacrent également des civils. Mais du coup, la confrontation étant évitée, il va y avoir des attaques. Il y en a eu, on en a peu parlé, mais il y en a eu à Tel Aviv et ailleurs, sous la forme d'attentats dans des bus ou des attaques au couteau. C'est un truc très régulier. Moi, quand j'ai vécu là-bas, il y en avait tout le temps. Et ces questions-là, elles vont montrer que, de toute façon, le processus de la violence et du massacre qui est proposé aux Palestiniens a mis les Palestiniens face au mur. Et la question, c'est soit l'exil, et c'est pour ça qu'ils le refusent, soit d'une manière ou d'une autre, organiser des formes de résistance à l'occupation. Et c'est ça la question politique du sujet. On peut ne pas aimer le terme, etc. Je sais que ça fait polémique dans le débat français, mais concrètement, c'est ça ce qui se passe. Je veux dire, tous les spécialistes des RI vous diront, voilà, il y a des groupes armés qui utilisent des méthodes, terroristes, pas terroristes, vous utilisez les termes que vous voulez, mais c'est ça, la conséquence. Et ça va pas s'arrêter dans le cadre d'une surenchère guerrière qui continue de commettre des crimes sur des milliers de personnes. Alors, surenchère qui est effectivement pas prête de s'arrêter, parce qu'Israël empêche la poursuite des négociations de la deuxième phase de ce cessez-le-feu qui devait commencer le 6 février. Elle bloque aussi unilatéralement la mise en œuvre de cette phase qui devait garantir notamment la fin de la guerre, la fin définitive pour le coup. Le déploiement de l'aide humanitaire qui a été coupé depuis le 10. La famine, l'électricité, l'organisation de la famine. Elle comportait aussi cette deuxième phase, le retrait israélien de Gaza et la libération de tous les otages. Est-ce que pour vous, messieurs, ce cessez-le-feu était un leurre seulement de Netanyahou pour empêcher finalement cette fin de guerre durable ? Non, je pense qu'il est aussi un petit peu pris à son propre jeu, c'est-à-dire qu'il voit bien que la limite de sa stratégie très, très offensive, c'est un euphémisme, et en même temps, la ligne Netanyahou consiste justement à aller toujours plus loin dans une logique d'affrontement avec l'espoir de libérer définitivement Israël de l'ennemi. Donc moi j'y vois plutôt une forme d'ambiguïté qui est la conséquence de l'impasse dans laquelle se situe Israël, qui doit en même temps donner des gages à son opinion, qui encore une fois existe. Au-delà des dirigeants, il y a aussi une opinion publique israélienne qui est fortement travaillée par des thématiques sécuritaires bien compréhensibles, et une réalité géopolitique qui fait que pour vous en sortir, vous devez au bout d'un moment en effet passer à l'étape de la négociation, et cette étape de la négociation, aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. Donc voilà, moi je le vois plutôt comme l'expression d'une impasse dans laquelle se situe l'israélienne, qu'elle n'exprime pas évidemment comme telle, mais qui est bien la réalité dans laquelle elle se situe. Et je pense que Netanyahou, quand bien même on ne partage pas sa vision du monde, est quelqu'un de structuré intellectuellement et qui sait très bien aujourd'hui toutes les limites de l'approche qu'il a adoptée.
Moi, je pense que, je sais pas s'il en connaît les limites. Je pense qu'en attendant, puisqu'il a reçu une autorisation explicite de la part des États-Unis, des certain nombre de pays occidentaux qui l'ont soutenu à pouvoir massacrer, il va continuer de le faire. Puisque finalement, le 2 poids 2 mesures qu'on observe dans le cadre du règlement ou de l'attention qu'on porte à tous ces affrontements valide le fait que Israël, qui a toujours défendu être une situation sui generis, c'est-à-dire exceptionnelle et du coup requérant le fait d'être traité de façon exceptionnelle, est conforté dans cette situation d'impunité. Donc oui, c'était un leurre. En tout cas, moi, j'avais parlé d'illusion du cessez-le-feu, où je dirais, à la limite, on pourrait parler d'une trêve, c'est-à-dire au sens de arrêt temporaire de l'utilisation massive de moyens militaires contre la population palestinienne. Mais encore une fois, c'est aussi parce qu'on a un regard biaisé. En Cisjordanie, il y a des opérations, il y a des affrontements réguliers et des opérations dites antiterroristes qui tuent des dizaines d'innocents, y compris avec des femmes, des enfants, etc. Et on ne parle pas de la Cisjordanie. Il y a une offensive en Cisjordanie sur la captation de terre. C'est-à-dire qu'en fait, le problème aussi, c'est la question sécuritaire en Israël, elle ne peut pas être réglée par le déni que fait une grande partie de la population israélienne de l'action qu'a l'État d'Israël sur la vie des Palestiniens. En Cisjordanie, à Gaza. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, au gouvernement de la droite et de l'extrême droite, ils ont aussi été élus à de multiples reprises depuis une décennie, et qu'il y a une partie de la société israélienne, pas toute, il n'y a jamais eu des sociétés qui sont homogènes d'un point de vue politique, mais une partie majoritaire qui soutient une solution qui se fera contre la justice qui doit être rendue au peuple palestinien. Et tant que ce sera le cas, Israël ne vivra pas en sécurité parce qu'elle ne peut pas être la solution, elle est le problème, il est le problème actuel. L'État colonial israélien est le problème. On ne peut pas régler une situation, et ça le droit international le dit, d'occupation en laissant le sort des occupés être fixé par la puissance occupante. Vous serez d'accord avec moi, c'est le principe même de ce que dit les conventions de Genève à ce sujet. Oui, non. Donc très rapidement, c'est ça, le problème. Non, mais très rapidement sur la position américaine. Les États-Unis ont décidé, je le disais juste avant, de prendre à bras-le-corps le dossier ukrainien. Pourquoi ? Parce que là, les États-Unis sont directement impliqués dans ce conflit, sont directement aussi à l'origine de ce conflit. Les Russes ont déclenché la guerre, mais les États-Unis ont été partie prenante de ce qui a préfacé l'invasion russe de l'Ukraine. Trump le reconnaît lui-même, on peut lui reconnaître cette forme de transparence. Et parce qu'il y a un risque d'escalade qui pourrait conduire, en effet, à une troisième guerre mondiale. C'est tout à fait envisageable par ricochet. Ce type d'escalade n'est pas prévu lorsque l'on se penche sur le conflit israélo-palestinien. Or, pour Trump, la priorité étant la Chine, son objectif est d'éteindre ce qui peut nuire à la réorientation de l'appareil de défense et diplomatique américain pour le concentrer sur le fait de contenir la menace chinoise. Le dossier russo-ukrainien empêche les États-Unis de se focaliser sur ce dossier. Le conflit israélo-palestinien, n'offrant pas de perspective de troisième guerre mondiale, désintéresse assez largement Trump. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de pression, quand bien même pourrions-nous l'imaginer, de Washington vis-à-vis sur Tel Aviv. Très bien. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation à l'émission de ce soir. On aura l'occasion de vous réinviter et de rediscuter de ces sujets, malheureusement, assurément. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer un mail si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous avez des moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant, des pouvoirs politiques et de l'argent, en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Très bonne soirée.